Attention, certains propos dans cette vidéo peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. C'est pourquoi elle est déconseillée aux moins de 12 ans. Merci de votre compréhension. Bon visionnage. Elle vit un véritable cauchemar durant son enfance et développe une véritable haine envers les hommes. Elle est à l'origine d'une série de meurtres plus macabres les uns que les autres et est surnommée la Demoiselle de la Mort. Puis deviendra la plus tristement célèbre tueuse en série américaine. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'affaire Aileen Wuornos. La naissance d'une tueuse. Aileen Carol Pittman, née le 29 février 1956 dans la ville de Rochester, au Michigan, aux États-Unis. Le même état que Mitchell Bear, sur qui j'ai déjà fait une vidéo, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir après celle-ci. Sa mère, Diane Pratt, tombe enceinte à seulement 14 ans, d'un homme de 19 ans nommé Leo Pittman. Et le pire, c'est qu'elle est cadette, puisqu'elle a un grand frère d'1 an de plus qu'elle, qui s'appelle Keith. Mais Aileen n'a jamais connu son père, parce que ses parents se sont séparés et il a été emprisonné pour le kidnapping, viol et tentative de meurtre sur une gamine de 7 ans, où il mettra fin à ses jours dans sa cellule en 1969. Pendant ce temps, Diane, elle n'arrive pas à subvenir aux besoins de ses enfants. Donc elle est confiée à leurs grands-parents, Laurie et Britta Wuornos, un couple d'environ une soixantaine d'années qui vit à Troy, toujours dans le Michigan. Et par la suite, le couple vont les adopter. La descente aux enfers. Britta est une grand-mère tendre et aimante, tout le contraire de son mari. Laurie est un homme cruel et tyrannique, qui rate jamais une occasion pour frapper les enfants à coups de ceinturon et même parfois à coups de poing. Sauf que les enfants, à force de se faire frapper, ils deviennent agressifs. Et plus ils deviennent agressifs, plus leur grand-père les martèle de coups. Aileen, elle n'était pas une enfant très scolaire. Donc pour chaque mauvaise note qu'elle ramenait à la maison, elle se faisait passer à tabac par son grand-père. Les deux enfants, pour tenter d'échapper à ce supplice, ils fuguaient régulièrement. Sauf que les forces de l'ordre les retrouvaient et les ramenaient systématiquement à la maison familiale. Et une fois les policiers partis, Laurie se déchaînait sur les enfants. Et c'est à cette période que celle qu'on surnommera plus tard la Demoiselle de la Mort va commencer à développer des troubles du comportement. Elle va faire des crises de colère soudaines et frappe, casse, mord tout ce qui lui passe sous la main. Elle est évidemment crainte par tous les enfants de son âge. Du coup, elle se retrouve toute seule. Elle est attachée à personne, mais à part à son frère Keith. Elle aime son frère du plus profond de son cœur, le respecte et l'admire. Parce que personne ne la comprend à part lui, vu qu'ils vivent le même cauchemar. Mais très vite, leur relation elle va devenir malsaine. À respectivement 10 et 11 ans, ils vont commencer à avoir un comportement incestueux. C'est-à-dire qu'ils vont commettre des actes sexuels. Sauf qu'ils vont être surpris par un voisin de la famille. Et leur grand-père, en apprenant ça, il va se déchaîner avec une violence sans nom sur eux. Britta va tenter malgré tout de s'interposer, mais elle finira par s'effacer face à la fureur de son mari. À seulement 11 ans, Aileen va commencer à vendre son corps contre des paquets de cigarettes et quelques billets. Et avec l'argent, elle va acheter des bouteilles de vin pour noyer son chagrin dans l'alcool, tout simplement. Et après ça, elle va tomber enceinte à 14 ans, tout comme sa mère. Et plus tard, quand on lui posera des questions sur les causes de sa grossesse, elle va dire qu'elle a été violée par un homme des environs. Et évidemment, le grand-père, en apprenant la grossesse de sa petite fille, il va déjà l'interdire d'avorter. Et en plus de ça, comme un bon gros trou du cul, il va la placer dans la maison des mères célibataires de Détroit. Et le 24 mars 1971, elle va donner naissance à un petit garçon qui va lui être immédiatement retiré pour être placé en adoption. Et évidemment, Aileen tient responsable de son grand-père pour la perte de son petit garçon. Et quelques jours après son accouchement, elle va tenter de s'enfuir. Sauf qu'elle va être rattrapée et cette fois-ci, elle va être placée dans un centre pour mineurs où elle va rester enfermée pendant plusieurs mois. Et à partir de maintenant, on fait un bond dans le temps jusqu'au 7 juillet 1971. En sortant du centre pour mineurs, Aileen elle va apprendre la mort de sa grand-mère. C'était la seule personne qui tentait désespérément de les protéger, elle et son frère. Évidemment, Laurie, le grand-père, il n'a pas attendu une seule seconde et a profité du décès de sa femme pour mettre les deux enfants à la rue. Genre littéralement, il leur a dit « Bon bah c'est bon, vous pouvez dégager, allez bisous ». Du coup, du jour au lendemain, Keith et Aileen, ils se sont retrouvés dans la rue à devoir se débrouiller par eux-mêmes en fait. Sauf que ça va beaucoup mieux se passer pour Keith parce qu'il va trouver le moyen de se faire héberger par une connaissance à lui. Et sauf que ça va s'annoncer beaucoup plus compliqué pour Aileen. Parce que comme je vous ai dit, à cause de son comportement colérique, elle est crainte par tout le monde. Elle n'a pas de potes, elle n'a même pas de connaissances. Elle avait que son frère. Du coup, du jour au lendemain, elle se retrouve toute seule, à seulement 15 ans,
à devoir survivre dans la rue. Et le seul moyen qu'elle trouve pour se faire un peu d'argent et tenter de survivre, c'est la prostitution. Sans plus aucune raison de rester, elle prend la décision de quitter le Michigan et de prendre la route vers l'ouest en autostop. Un nouveau départ. La jeune adolescente se prostitue la nuit pour gagner à peine de quoi manger et tente tant bien que mal de s'abriter dans des hôtels miteux ou allant dans des aires d'autoroute abandonnées pour tenter de dormir. Et ça pendant 4 ans, au cours desquels Aileen va sombrer de plus en plus dans l'alcool, les drogues et les bagarres de rue. La majorité des prostituées s'habillent très court pour tenter d'attirer un maximum de clients. Pas Aileen. Elle s'en fout de comment elle s'habille. Dans tous les cas, des clients, c'est pas ce qui manque. Parce qu'une jeune femme blonde au teint ressemblant à celle d'une poupée, ça attire beaucoup d'hommes. Et parmi eux, beaucoup la soumettent, la frappent et l'humilient. Sauf que Aileen, la prostitution, c'est son seul moyen de survie. À côté de ça, ses crises de colère sont toujours présentes. Elle s'est fait plusieurs fois interpeller par la police pour des altercations violentes dans des bars. Le 27 mai 1974, Aileen va passer à tabac un homme dans une boîte de nuit avant de lui voler des clés de voiture et de prendre la fuite avec. Mais plusieurs heures plus tard, les autorités vont la retrouver complètement ivre morte, en train de dormir face contre le volant, la voiture garée dans un terrain vague. En 1976, Aileen va arriver en Floride avec l'espoir d'avoir une meilleure vie. Et c'est exactement ce qui va se passer pendant sa première année là-bas. Dans un premier temps, elle va recevoir une lettre de son frère dans laquelle il lui explique que son grand-père s'est suicidé. Et évidemment, ça va la rendre extrêmement heureuse. Et en plus de ça, elle va se marier avec Lewis Kratzfeld, un riche retraité de 69 ans, qu'elle a rencontré quelques semaines plus tôt en faisant du stop. Pour la première fois depuis des années, Aileen va se sentir heureuse et apaisée. Bon, évidemment, comme vous le savez, elle a épousé Lewis parce que ça lui permet d'arrêter la prostitution et de toucher du bout des doigts ses rêves d'avoir une vie calme et paisible. Sauf que les vieilles habitudes d'Aileen refont surface et 2 mois après leur mariage, la police va recevoir un appel de Lewis leur disant « Bonjour, ma femme est devenue folle et c'est m'a senti et a frappé et elle a même arraché ma canne de mes mains et m'a cogné avec. » Évidemment, quelques jours plus tard, le divorce a eu lieu et Aileen s'est fait virer de la maison conjugale. Et voilà, Aileen peut dire adieu à sa seule occasion d'avoir une vie normale. Et suite à ça, Aileen va prendre la décision de retourner au Michigan dans le but de revoir son frère qu'elle n'a pas vu depuis 5 ans. Le retour aux sources. Le 14 juillet 1976, en arrivant au Michigan, Aileen va passer la soirée dans un bar dans lequel vous vous en doutez, en étant bourrée, elle va déclencher une bagarre et va blesser le barman en le frappant avec une boule de billard. Évidemment, par la suite, elle est arrêtée par la police et placée en garde à vue pendant 3 jours. Le 17 juillet, en sortant de sa garde à vue, du coup, Aileen, elle a qu'une seule envie, c'est d'appeler son frère, de lui donner rendez-vous pour qu'il puisse se revoir après 5 ans. Sauf que, en appelant, c'est pas son frère qui décroche, c'est un homme qui lui explique que... Qui est mort ce matin, à l'hôpital, à cause d'un cancer de l'œsophage. Quand elle entend ça, elle est bouleversée, elle est dévastée. La seule personne qui lui restait, la seule personne qui l'empêchait de sombrer totalement dans la folie, est morte. Et le pire, c'est qu'elle aurait pu le revoir si son caractère de merde l'avait pas fait enfermer 3 jours plus tôt. Là, Aileen, elle se hait, elle se déteste et elle en veut au monde entier. Et là, plus rien et personne ne la retient de déverser sa haine et sa colère sur le monde. Et en apprenant cette nouvelle traumatisante, Aileen décide de faire marche arrière et de retourner en Floride. La naissance de la demoiselle à la mort. Le 20 mai 1981, 19h, Aileen rentre dans un night shop sur l'autoroute d'Edgewater en Floride. Elle se dirige vers la caissière et lui pointe un revolver calibre 22 pile entre les 2 yeux. Elle lui tend un sac et lui ordonne de mettre tout l'argent qu'elle a à l'intérieur. Évidemment, la caissière, elle est terrifiée et elle s'exécute sans rien dire. Aussitôt, Aileen, elle sort du magasin, monte dans sa voiture et bombarde. Et voilà, Aileen Wuornos, 25 ans, vient de commettre son premier braquage à main armée. Au cours des 3 dernières années, le nom d'Aileen Wuornos apparaît qu'une seule fois dans les dossiers de la police, pour une tentative de suicide survenue en 1978. La jeune femme s'était tiré une balle dans l'abdomen. Alors qu'elle roule pour s'enfuir du lieu du braquage, Aileen repense aux 3 dernières années qu'elle a passées à se noyer dans l'alcool. Elle a aussi repris la prostitution en acceptant cette fois tous les clients dans l'unique but de s'autodétruire. Aussitôt prévenue par la caissière du night shop, les autorités sont à la recherche d'une jeune femme blonde au volant d'une décapotable. Par conséquent, 6 voitures de police sont déployées sur toute l'autoroute. De son côté, Aileen, d'un coup, elle entend un bruit sourd et quelques minutes plus tard, elle voit une fumée noire et épaisse
qui s'échappe du moteur. Du coup, elle se dépêche de se garer sur le bas-côté et descend dans le but de continuer à pied. Et c'est à ce moment-là qu'Aileen remarque des lumières de gyrophare qui scintillent derrière elle. Les policiers ont remarqué la voiture garée sur le bas-côté et ont tout de suite vu la femme qui sortait de sa voiture. Aileen Wuornos est évidemment arrêtée après un procès très vite réglé où la jeune femme plaide coupable pour tout. Elle est condamnée à 13 mois de prison ferme. À sa sortie de prison le 30 juin 1983, Aileen s'est mis en tête de retrouver un certain Tommy, un homme qu'elle a rencontré 1 an et demi plus tôt et avec qui elle a eu une liaison pendant 4 mois. Sauf qu'elle va avoir une mauvaise surprise parce que son ex-petite amie, entre-temps, il a refait sa vie et s'est marié avec une autre femme. Et évidemment, ça rend Aileen folle de rage. Et du coup, elle va sombrer définitivement dans des délits comme des vols et des agressions. Alors qu'Aileen est au plus bas, sa haine envers les hommes, elle est au plus haut. Et c'est dans ce contexte qu'Aileen, en 1986, elle va faire la rencontre d'une femme qui va changer sa vie, une certaine Thierry Amour. Elle a 24 ans et elle travaille dans un motel en tant que femme de ménage. Et dès le premier regard, des coups de foudre entre les deux femmes. Elles deviennent très vite inséparables et vont prendre la décision de vivre sur la route en dormant où elles peuvent, dans des caravanes abandonnées, dans des entrepôts désaffectés. Le 4 juillet 1987, les officiers de police sont appelés pour une bagarre dans un bar. Bon, vous vous en doutez, c'est évidemment Aileen qui a éclaté une bouteille sur le crâne d'un mec. Tout ça parce que selon elle, il était trop près d'elle. Et c'est complètement disproportionné comme réaction. Thierry, elle a évidemment tenté de retenir sa compagne, mais sans succès. Après un rapide interrogatoire, les deux femmes sont envoyées en garde à vue. Bon, c'est un peu une routine pour Aileen, mais par contre elles sont relâchées le lendemain. Sauf que ce qui devient inquiétant, c'est que cette situation, elle devient habituelle dans le quotidien du couple. Aileen, à cause de son comportement colérique, commence de plus en plus à déclencher des bagarres pour tout et rien. Pour le moindre petit truc, elle va déclencher une bagarre. Sauf que contrairement à tous les autres avant elle, Thierry, elle va rester pour l'aider. Le 12 mars 1988, encore et toujours une agression, les deux femmes sont prises en stop par un camionneur, sauf que l'homme va faire une grave erreur. Il va poser sa main sur la cuisse d'Aileen. Vous commencez à la connaître. Elle va briser la mâchoire du mec et elle va lui casser le nez, comme ça, sans pression. Donc ça se répète, les deux femmes sont une nouvelle fois envoyées en garde à vue, mais que pour quelques heures. Et à côté de ça, Aileen, elle continue la prostitution. Sauf que ça va commencer à déranger un peu Thierry, qui va lui demander à plusieurs reprises d'arrêter. Parce qu'elle a peur que les hommes lui fassent du mal. Sauf que Aileen, elle n'a pas l'intention d'arrêter. Parce que c'est la seule chose qu'elle sait faire, selon elle. Et en plus, ça paye bien. Donc du coup, l'argent, il lui permet de subvenir aux besoins de celle qu'elle aime. Et c'est la chose qui la rend le plus fière. Sauf que même la prostitution, ça va pas durer éternellement. Parce qu'elle attire plus autant de clients qu'avant. Tout simplement parce qu'elle vieillit. C'est plus la jeune adolescente qu'elle était. Maintenant, elle a 33 ans. Elle a pris du poids. Elle a des légères rides qui commencent à apparaître. Donc par conséquent, elle gagne nettement moins d'argent qu'avant. Et du coup, elle fait une nouvelle fois face à la précarité. Et ça commence à créer des tensions au sein du couple. Parce que Thierry, elle s'inquiète pour la situation financière du couple. Et de son côté, Aileen, elle a peur de perdre la femme qu'elle aime. Et elle serait capable de tout faire pour la garder auprès d'elle, quitte à commettre l'irréparable. Le premier meurtre. Le matin du 1er décembre 1989, le shérif adjoint du comté de Volusia remarque une voiture abandonnée dans la forêt. La vieille Cadillac beige est vide, mais l'homme remarque du sang sur la putain du côté conducteur. Pas très loin du véhicule, il retrouve une bouteille de vodka à moitié vide, 2 cartes de crédit expirées, les papiers du véhicule, mais aussi et surtout une carte de visite au nom d'un certain Richard Mallory, 51 ans. Quelques minutes plus tard, l'équipe scientifique arrive sur place et ils ne trouvent aucune trace dans la voiture. Les autorités ont conclu donc qu'une personne a pris de son temps pour effacer chaque empreinte suspecte. La veille, Aileen, elle faisait le trottoir comme à son habitude. Quand la Cadillac beige arrive à son niveau et elle voit le conducteur, elle s'est soudainement sentie en danger. Mais comme vous le savez, Aileen, elle a besoin d'argent. Mais elle monte malgré tout dans la voiture. En allant se garer dans un endroit plus discret, l'homme lui raconte un peu sa vie. Il lui explique qu'il est là pour le week-end, pour s'amuser un peu avec les prostituées des environs. Ils ont bu la moitié d'une bouteille de vodka. Plus Aileen le regarde, plus il la dégoûte. C'en est trop et décide de partir. Mais en voyant Aileen sortir de la voiture, l'homme se met en colère. Il la prend par les cheveux et la force de rester dans la voiture. Il tente de la violer. Et le regard de la femme change. C'est plus du dégoût qu'elle ressent, c'est de la fureur. Elle prend son revolver et tire 4 balles à bout portant dans le corps de Richard Mallory. Aileen Wuornos vient de réaliser son tout premier meurtre. 2 ados tombent nez à nez face au corps
quelques jours plus tard, à 8 km de là où la voiture a été retrouvée. Ils préviennent évidemment aussitôt la police et le détective mis en charge de l'affaire ne peut s'appuyer sur aucun élément, mis à part les impacts de balles. Il n'y a aucune trace sur le corps, aucun témoin, rien. Quelques minutes après le meurtre, après avoir effacé toutes les empreintes, Aileen fait les poches de sa victime. Elle lui vole évidemment son argent, mais aussi ses bagues, dans le but de les revendre plus tard. Il garde son sang-froid et se débarrasse du corps dans une décharge, pas très loin. Il laisse la voiture au fond de la forêt et tente d'enterrer les papiers du véhicule, les 2 cartes, pas très loin de la voiture. La femme se sent étrangement bien, elle est pas stressée, elle regrette absolument pas son acte, et garde son sang-froid, comme si elle avait rien fait. En faisant des recherches sur la victime, l'inspecteur découvre que Richard Mallory a été accusé de viol il y a quelques années et portait systématiquement des bagues en or à ses doigts. Et en regardant le corps, il ne voit aucune bague. Il en conclut donc que le meurtre avait pour but de dépouiller sa victime. En rentrant chez elle, Aileen, elle raconte toute l'histoire à sa compagne, en lui montrant l'argent et les bagues, en étant toute fière. Sauf que Tyria, elle est terrifiée et elle lui dit qu'elles doivent impérativement partir de la ville au plus vite. Les 2 femmes disparaissent sans laisser aucune trace, sauf que c'est trop tard. Aileen a pris goût au meurtre. La machine est en marche. Le 31 mai 1990, un pick-up s'approche d'Aileen. Au volant, Charles Cascaden, un ouvrier de 40 ans au regard baladeur, aux dents de travers et jauni par la clope. En le voyant, Aileen le savait. Ça allait être lui, sa prochaine victime. Elle monte dans la voiture et accepte d'aller dans un endroit plus discret. L'homme se gare sur une plage déserte et à la seconde où il commence à déboutonner son pantalon, Aileen sort son revolver. En voyant la terreur dans le regard de sa future victime, elle ressent de la puissance et de la joie en elle. Elle tire à 3 reprises sur l'homme, une fois dans le ventre, 2 fois dans la tête. Quelques minutes plus tard, elle va se défouler et va tirer 5 autres balles sur Charles. À peine 24 heures plus tard, le 1er juin 1990, Aileen recherche une nouvelle proie. David Spears, 43 ans, un ouvrier du bâtiment. Une nouvelle fois, Aileen accepte de monter dans la voiture et à peine garé, l'homme se prend 6 balles dans le corps. De son côté, l'inspecteur, démoralisé de ne pas avancer dans l'affaire du meurtre de Richard Mallory, reçoit un coup de fil de ses hommes qui lui annoncent qu'ils viennent de trouver un corps, celui de David Spears, torse nu et criblé de balles. Une fois sur place, il remarque des similitudes avec le meurtre de Richard Mallory, notamment le fait qu'il n'y a aucune trace. L'arme des 2 crimes est un revolver calibre 22 et les 2 victimes sont dépouillées de leur argent. Ça fait aucun doute pour l'inspecteur, il s'agit du même tueur pour les 2 crimes. Une fois de retour auprès de Tyria, Aileen lui montre le butin qu'elle a récupéré. Mais Tyria, elle est horrifiée en voyant ce qu'est en train de devenir sa compagne. Il la supplie d'arrêter ses conneries et d'aller se rendre à la police. Mais Aileen, elle comprend pas. Pourquoi se rendre? Elle, tout ce qu'elle veut, c'est recommencer au plus vite. Le 6 juin 1990, le corps de Charles Cascaden est retrouvé à plusieurs kilomètres de son pick-up abandonné dans le comté de Pasco. Le cadavre est retrouvé avec le pantalon jusqu'aux chevilles, criblé de 9 balles d'un calibre 22 et évidemment, toutes les traces sont nettoyées. Quelques jours plus tard, alors qu'elle vient de lui tirer 6 balles dans le ventre, Aileen regarde sa nouvelle victime se vider de son sang. Un certain Peter Sims, 50 ans, la femme vient de commettre son 4e meurtre. Au fur et à mesure que l'enquête avance, un mode opératoire se dessine. Tout d'abord, toutes les victimes ont entre 40 et 50 ans. Ils ont tous été abattus d'un calibre 22. À chaque fois, toutes les traces ont été nettoyées. Il n'y a jamais de témoins. Tous les corps ont été retrouvés à l'extérieur de leur véhicule. Et pour finir, il n'y a aucune trace de lutte sur les corps. Le 4 juillet 1990, les 2 femmes vont avoir un accident de voiture à Orange Springs. C'est Tyria qui conduisait, sauf qu'elle a mal négocié un virage. Du coup, la voiture, elle a fait des tonneaux avant de finir sa route dans un fossé. Les 2 femmes s'en sortent miraculeusement indemnes. Sauf qu'il y a une voisine qui a vu l'accident se produire. Du coup, elle se précipite pour demander si tout va bien. Sauf que Aileen a crié d'un ton sec. C'est pas tes affaires, casse-toi. Si elle est dans cet état-là, c'est parce qu'elle sait qu'elle vient de faire une grave erreur. Parce que ce que vous savez pas, c'est que la carcasse qui est dans le fossé, c'est la voiture de Peter Sims. Sauf que si les flics tombent sur la voiture, ils vont immédiatement faire le lien entre le crime et Aileen. Et en sachant ça, elle va se jeter sur la plaque d'immatriculation, l'arracher et l'acheter dans les buissons avant de prendre la fuite avec Tyria. Seulement 1 heure après l'accident, les policiers arrivent sur place.
Il trouve évidemment très vite la plaque d'immatriculation dans les buissons et découvre que la voiture appartient à un homme disparu depuis 3 semaines, Peter Sims. L'inspecteur il fait immédiatement le rapprochement entre le mode opératoire du tueur qui traque depuis des mois et Peter Sims. Sauf que cette fois, il y a un témoin. C'est la voisine qui dit aux autorités qu'elle a vu les 2 femmes qui conduisaient la voiture volée. Du coup, elle se met à décrire les 2 femmes. Et en apprenant ça, l'inspecteur il est sous le choc. C'est une femme qui est à l'origine des meurtres. En analysant le véhicule, les policiers trouvent des traces de sang sur la portière intérieure. Et pas n'importe quelle trace, 2 empreintes digitales. De leur côté, les 2 fugitives sont retournées en ville. Tyria a la peur et elle est stressée en permanence. Et en plus, elle est plus amoureuse d'Aileen. Elle lui fait peur, sauf qu'elle n'ose pas partir. De son côté, Aileen, elle vit sa meilleure vie, elle est heureuse, elle aime tuer, et elle, tout ce qu'elle veut, c'est trouver sa prochaine proie. Le 30 juillet, Aileen va faire la rencontre de Troy Burress, 50 ans. Et comme vous vous en doutez, c'est un nouveau client qu'elle va tuer de 2 balles dans la tête quelques minutes plus tard. Et du côté de l'enquête, le portrait robot réalisé à partir du témoignage de la voisine a été publié dans le journal local. Sauf que ça mène à rien parce que personne ne va reconnaître la femme. Et même les analyses des empreintes digitales, ça va rien donner parce que la technologie de l'époque, dans les années 90, c'était pas assez fiable encore. Aileen elle devient inarrêtable. Ses envies de meurtre sont de plus en plus fréquentes. Le 11 septembre 1990, c'est à Charles Humphreys, 57 ans, qu'elle va s'attaquer. Le pauvre homme va se prendre 4 balles dans le torse et 2 dans la tête. Et en voyant que son portefeuille est plein à craquer, mais évidemment, elle va pas gêner, elle va se servir dedans. Et là, c'est le jackpot pour Aileen. Fin 1990, l'enquête s'accélère parce que 2 corps ont été retrouvés. Le premier, celui de Troy Burress, un vendeur de saucissons dans la ville d'Ocala. Son corps a été retrouvé en pleine forêt du comté de Marion. Et sur le tapis de sol de sa voiture a été retrouvé un préservatif. Et le deuxième, c'est Charles Humphreys, un ancien chef de la police. Son corps a été retrouvé totalement nu, criblé de 6 balles d'un revolver calibre 22. Nouveau bouleversement pour Aileen. La femme qu'elle aime tant est partie. Elle a fait sa valise sous ses yeux tout en la suppliant de ne pas lui faire du mal et de la laisser partir. Elle est partie vivre chez ses parents en Pennsylvanie. Aileen, évidemment, elle est détruite par cette nouvelle trahison et la seule chose qu'elle va faire, c'est repartir en chasse pour pouvoir se déchaîner sur quelqu'un. Un soir, en refaisant toute l'enquête dans sa tête, l'enquêteur il va avoir un éclair de génie qui va tout changer. Et si la tueuse était une prostituée? Ça expliquerait comment elle a fait pour monter dans toutes ces voitures, pourquoi toutes les victimes ont été découvertes, soit à moitié, soit complètement nues, et aussi la présence d'un préservatif ouvert dans un des véhicules. Et ça expliquerait aussi la taille de l'arme. Un revolver calibre 22, c'est tout petit, donc c'est facile à cacher dans un sac à main. Motivé par cette découverte, il ordonne d'accentuer les recherches et de diffuser les portraits robots à travers toute la Floride, dans les journaux papier, mais aussi dans les journaux télévisés. Et ça porte rapidement ses fruits, parce qu'il reçoit plein d'appels de gens qui lui disent qu'ils ont aperçu les 2 femmes dans le Fairview Motel près de Daytona Beach. Donc évidemment, une unité de police est directement envoyée sur place. C'est fait, celle qu'on surnomme la demoiselle de la mort vient de faire son 7e meurtre. Mais elle ressent plus la même émotion quand elle retire la vie à quelqu'un. Elle a le regard vide en fouillant les poches de sa nouvelle victime. Un certain Walter Geno Antonio, un routier de 62 ans qu'elle vient d'abattre dans son camion. En arrivant au Fairview Motel, les policiers apprennent que les 2 femmes sont parties depuis plusieurs jours. En quittant l'établissement, l'enquêteur il va recevoir un appel de ces hommes qui lui disent qu'ils viennent de trouver un cadavre, celui de Walter Geno Antonio, aux abords d'une forêt du comté de Dixie. Le corps est criblé de 4 balles d'un calibre 22. Son corps et ses bijoux lui ont été volés. Et là, ça fait tilt dans le cerveau de l'enquêteur. Et revend les objets de valeur de ses victimes. Et du coup, il oriente immédiatement ses recherches sur tous les prêteurs sur gage de Floride. Et ça fonctionne, parce que l'un d'entre eux affirme avoir acheté des bijoux à une certaine Camille Green, c'est le faux nom d'Aileen. Et en analysant la liste des objets vendus, l'inspecteur il se rend compte qu'il s'agit bien de tous les objets des victimes. Et en plus de ça, cette fameuse Camille Green, elle a laissé une empreinte de pouce sur le bon de commande qu'elle a signé. Donc la police va tout de suite comparer l'empreinte retrouvée sur le bon de commande avec celle retrouvée dans la voiture de Peter Sims. Et ça match parfaitement. Moins d'une semaine après ça, l'équipe scientifique annonce que l'empreinte digitale appartient à Aileen Wuornos, une femme bien connue des services de police. Et en plus de ça, la police elle sait très bien où la trouver. Dans un bar où elle a l'habitude d'aller, le The Last Resort.
Le début de la fin. Le 9 janvier 1991, Aileen, elle se sent pas très bien. Elle n'arrive pas à oublier Tyria et pour changer les idées, elle décide de partir 2 jours au Mexique. Sauf qu'à Mexico, elle va croiser le chemin d'un homme qui va être extrêmement lourd avec elle. Il va se permettre de mettre sa main sur l'épaule d'Aileen. Et vous le savez, c'est une très grave erreur. Aussitôt, Aileen, elle va sortir son pistolet et va tirer une balle dans chaque genou de l'homme. Une fois rentrée en Floride, elle va aller aux The Last Resort pour tenter d'oublier ses problèmes. Pendant ce temps, le policier Mike Joyner, qui était en couverture aux The Last Resort pendant 2 jours, et d'un coup, il voit Aileen Wuornos, la femme que tous les policiers traquent depuis presque un an, rentrer dans le bar. Elle vient s'asseoir auprès de lui et pose un grand sac blanc sur le sol. Mike, il sait que c'est sa chance, donc il va tenter une approche en allant offrir un verre à Aileen. Évidemment, elle accepte et en lui tendant le verre, l'homme va engager la conversation. Et à sa grande surprise, Aileen, elle est très bavarde. Elle lui explique qu'elle vit à plusieurs endroits et que tous ses biens les plus précieux sont dans ce grand sac blanc. Ensuite, Mike il lui demande Tu vis toute seule ou t'as un compagnon ou une compagne quelque part? Une compagne, et j'en avais une. Elle s'appelait Tyria. C'était la femme de ma vie. Mais elle s'est barrée en Pennsylvanie et elle reviendra jamais. c'est parfait. Mike il a toutes les informations dont il avait besoin. Donc il offre un deuxième verre à Aileen et lui dit qu'il devrait s'absenter quelques minutes. Donc il se dépêche de quitter le bar. Il traverse la rue et tape 3 fois sur la portière arrière d'une camionnette noire. La portière s'ouvre et il dit au chef de l'opération Aileen Wuornos est dans le bar. Il faut y aller maintenant. Elle est armée, Je sais pas, tout ce que je sais c'est qu'elle a un grand sac blanc. son revolver tête dedans. Mais si l'opération se déroule proprement, elle aurait pas le temps de lui sortir. Pendant ce temps, Aileen, elle enchaîne les pintes de bière en se demandant qui va être sa prochaine victime. Mais d'un coup, la porte du bar s'ouvre brutalement et une douzaine de flics rentrent. Ils se jettent aussitôt sur Aileen pour la plaquer au sol et lui passer les menottes. Aileen, elle a eu le temps de rien faire. Elle a juste le regard plein de haine. Cette fois, c'est terminé pour de bon pour la demoiselle de la mort. Les aveux de la demoiselle de la mort. Aussitôt après son arrestation, elle est conduite au commissariat pour un interrogatoire. Mais évidemment, elle va refuser de parler. Et pendant ce temps, les policiers, ils fouillent le grand sac blanc qu'elle avait avec elle. Sauf que malheureusement, son revolver n'est pas dedans. Et s'ils mettent pas rapidement la main dessus, ils ont aucune preuve concrète contre Aileen. Et donc, elle va être remise en liberté. John Tanner, le procureur en charge de l'affaire, il est fou de rage et il ordonne de retrouver immédiatement cette fameuse Tyria Moore. Et elle va être localisée le lendemain matin, le 10 janvier 1991, à Scranton, en Pennsylvanie. Une fois arrêtée, Tyria montre aucune forme de résistance. Et surtout, elle avoue tout ce qu'elle sait. Les meurtres, les vols de bijoux, l'argent, l'accident. Tyria raconte tout. Mais aussitôt, elle proclame son innocence. Elle n'a en aucun cas participé au meurtre. C'est Aileen qui a tout fait, pas elle. John Tanner, il croit les déclarations de la femme. Après tout, ils n'ont aucune preuve contre Tyria. Et après avoir réfléchi, il va lui proposer un marché. Si elle aide la police à faire en sorte qu'Aileen fasse ses aveux, elle disposera de l'immunité judiciaire. En gros, si je me trompe pas, l'immunité judiciaire, ça annule toutes les charges à l'encontre de Tyria, dans ce cas-là. Évidemment, Tyria l'accepte immédiatement. Le 14 janvier 1991, alors qu'Aileen est dans la prison du comté de Volusia, elle reçoit une lettre dans laquelle son ex-compagne lui dit qu'il faut qu'elle appelle le numéro d'un motel en Floride. La criminelle, elle est tellement pressée d'entendre la voix de l'amour de sa vie qu'elle va tout de suite composer le numéro. Tyria décroche avec une voix terrifiée et elle lui explique que la police a la menace d'envoyer toute sa famille en prison si Aileen elle avoue pas ses crimes. Évidemment, c'est faux, l'appel il est sur écoute et il y a 2 agents de police qui sont juste à côté de la femme. Mais Aileen, elle est pas bête, elle se méfie et elle dit à Tyria T'es toute seule, ou y a quelqu'un avec toi? Bien sûr que je suis toute seule, mais j'ai peur, je préfère encore mourir que finir en taule. Ok, t'inquiète pas, je vais tout faire pour te protéger. Si c'est le seul moyen, et je vais tout avouer aux flics. Je te jure que tout va s'arranger pour toi. Le 16 janvier, Aileen elle va faire ses aveux et elle explique bien que c'est la seule à avoir commis les crimes et que personne d'autre est impliqué. Au total, elle a tué 7 hommes de 1990 à 1991. Et elle précise que chaque meurtre était de la légitime défense, car ils ont tous essayé de la violer. Grâce à ses aveux, la police a pu retrouver l'arme du crime parce qu'elle a expliqué qu'elle a jeté l'arme dans un lac près du bar où elle a été arrêtée. Quelques heures plus tard, une équipe de plongeurs a été envoyée sur place et ils ont réussi à mettre la main sur le revolver. Le procès. Le 14 janvier 1992 commence un des procès les plus médiatisés de l'histoire judiciaire américaine, à tel point qu'une douzaine de demandes a été faite à Aileen pour pouvoir adapter sa vie en film, en roman et même en série télévisée. Toute sa vie, on s'est servi d'elle et maintenant ils veulent se faire de l'argent sur son dos
hors de question. 7 chefs d'accusation pour 7 meurtres au premier degré sont à l'encontre d'Aileen Wuornos. Le premier concerne Richard Mallory et l'avocate d'Aileen, dont j'ai pas trouvé le nom, tente de plaider la légitime défense et explique que la victime a tenté de violer sa cliente et qu'elle n'a fait que se défendre. Sauf que Aileen, elle coopère pas, elle fait que insulter les gens qui la regardent, ce qui donne aucune crédibilité à la défense. Sauf qu'en voyant Tyria à la barre pour témoigner contre elle, la demoiselle de la mort, elle est bouleversée et elle perd ses moyens. Tyria, elle n'ose pas regarder Aileen et explique au juge toute la peur qu'elle ressent en évoquant Aileen et qu'elle regrette de ne pas l'avoir dénoncé plus tôt. Et en entendant ça, Aileen a fond en larmes. Elle vient d'être trahie par l'amour de sa vie. C'est fini pour Wuornos. Avec ses aveux, toutes les preuves réunies contre elle, le témoignage de Tyria et son comportement désastreux pendant le procès, elle sait qu'elle est foutue. Et dans une dernière tentative désespérée, la défense tente de plaider la démence. L'accusée est mise devant des psychiatres et après quelques séances pour analyser son comportement, Aileen est déclarée stable mentalement, mais néanmoins, ils lui ont diagnostiqué des troubles de la personnalité schizophrénique. Et grâce à ça, l'avocate, elle espère une réduction de peine pour sa cliente. Mais le 27 janvier 1992, Aileen Wuornos est reconnue coupable du meurtre au premier degré de Richard Mallory et est condamnée à mort. À l'annonce de sa sentence, Aileen va hurler, je cite, On m'a violé. J'espère que vous saurez tout ceci. Fumier d'Amérique? le 31 mars 1992, Aileen plaide coupable pour les meurtres de Charles Humphreys, Troy Burress et David Spears. Et quand les journalistes lui demandent pourquoi elle a fait ça, elle leur répond, je cite, Je n'espère plus qu'une chose, être une droite vis-à-vis de Dieu. en juin 1992 et février 1993, Aileen plaide une nouvelle fois coupable pour les meurtres de Charles Cascadon et de Walter Bieno Antonio. Elle est une nouvelle fois condamnée à la peine capitale. Aileen ne veut qu'une chose, c'est en finir une bonne fois pour toutes. En juillet 2001, Aileen demande au juge de mettre fin à sa procédure d'appel et qu'on l'exécute maintenant. Pour la première fois, elle avoue que tous ces crimes ne sont pas faits par légitime défense, mais par préméditation et de sang-froid. Et déclare, je cite, Si on me garde en vie, je choque à nouveau. Je suis dévorée par la haine, la rage suinte par tous mes pores. Je suis celle qui déteste le plus fortement la vie humaine, et je promets de tuer à nouveau. Son exécution aura lieu le 9 octobre 2002 dans la prison d'État de Floride. Je vous mets un extrait de la dernière interview d'Aileen Wuornos avant son exécution. How have you prepared yourself for tomorrow morning? Yeah, I'm ready to go. Hey, I was tortured at BCI, and they were using sonic pressure on my head since 1997. And I think they had some kind of eye in the cell, I'm not sure, but every time I started writing something, it went up higher. So I'm thinking that probably had the TV rigged. The TV or the mirror, something was rigged. They got a huge satellite on the compound. After they put the huge satellite on the compound, it could have been either rigged to the TV set or the mirror or something, because the electrician, when he put the mirror on the wall, he said, doesn't that look like a computer? The back of it, and they stuck it to the wall. Did that affect your mind in some way? They were using sonic pressure continually. Then when I had 3 meetings with Miss Villacorta on it, every meeting I had, she increased the pressure of the volume of the comm. I think their whole plan was trying to make it look like I was totally crazy. Ce que je pense de l'affaire. Il faut savoir que cette affaire a créé un débat sur les droits des prostituées en Amérique. Moi personnellement, je la comprends, parce qu'elle a eu une vie horrible. Après, ça excuse en rien le fait de tuer, mais je comprends qu'elle ait développé une haine de l'être humain après ce qu'elle a vécu, quoi. Parce qu'il faut quand même se rendre compte, elle a eu le pire début de vie, et toutes les personnes qu'elle aimait, elles sont mortes les unes après les autres. Ou alors elle s'est fait trahir. C'est une dinguerie quand même. Et vous, dites-moi ce que vous avez pensé de l'affaire, si vous avez aimé la vidéo ou pas. C'était Atarien. Salut.